Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Delphine Zanelli et vous êtes sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast écouté par les dirigeants, les professionnels des RH, les managers et les collaborateurs qui façonnent le futur du travail. Vous souhaitez vous inspirer et agir ? Vous êtes en quête de clés d'action simples adaptées à la réalité et aux contraintes de l'entreprise ? Alors vous êtes au bon endroit. 30 minutes d'inspiration pure. Et si vous vous demandez comment engager vos collaborateurs dans la nouvelle donne du travail et du rapport à l'entreprise, comment combiner leur bien-être et la performance de l'entreprise, cet épisode est pour vous. J'ai le plaisir d'échanger avec Emmanuel Pailly, DRH d'Extia. Extia qui est monté en 2023 sur le podium de Great Place to Work France pour la 7e année consécutive. Combiner bien-être et performance est dans l'ADN d'Extia. Et cela se traduit par des actions très concrètes que vous allez découvrir ici. Nous échangeons donc avec Emmanuel sur ce qu'est l'engagement, ce que sont les facteurs d'engagement aujourd'hui. Cela nous amènera inévitablement à parler de l'évolution du rapport au travail, de l'évolution de notre rapport à l'entreprise avant, pendant et après notre expérience dans l'entreprise, de l'importance du lien, tout particulièrement dans un métier où le travail est par nature éclaté, puisque la majorité des collaborateurs d'Extia travaillent depuis chez leurs clients. De l'importance aussi de créer ce qu'Emmanuel appelle un environnement nutritif et apprenant, et du développement des soft skills. Et bien sûr, nous évoquerons le sens au travail. Bref, un échange au cours duquel vous glanerez de nombreuses clés pour mieux comprendre et mieux agir. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour Delphine. Merci d'être là avec moi pour échanger sur l'engagement. Mais avant d'aller plus loin, Emmanuel, je vais vous laisser vous présenter pour nos auditeurs et auditrices. Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Emmanuel Pailly, je suis la DRH d'Extia depuis 2014. Extia est une société de conseil qui intervient dans 3 domaines aujourd'hui. L'IT, le digital et l'ingénierie. Et donc Extia a été créée en 2007 sur une idée assez originale à l'époque, qui était que le bien-être générait de la performance. Et donc c'est un indicateur aujourd'hui, le bien-être qu'on mesure tous les jours dans notre entreprise et qui nous conduit notamment à figurer au classement Great Place to Work depuis 2012. On est 2e cette année dans la catégorie des entreprises de plus de 1500 salariés, ce qui est une fierté pour nous parce qu'on a connu dans le même temps une croissance extrêmement rapide. Extia aujourd'hui c'est 3000 collaborateurs en France, en Europe et en Amérique du Nord. Et alors, vous dites juste, vous avez dit que vous mesuriez tous les jours le bien-être, comment vous le mesurez ? Alors on le mesure de différentes façons, parce que je pense que c'est un sujet qu'on va réaborder à travers l'engagement aujourd'hui. On le mesure d'abord à travers cette enquête annuelle dont j'ai parlé. Alors c'est un outil de mesure, il y en existe d'autres dans les entreprises aujourd'hui. Donc c'est une enquête de 65 questions, l'enquête Great Place to Work, qui va nous permettre de mesurer l'adhésion du collaborateur par rapport aux valeurs de l'entreprise, sa fierté d'appartenance, les éléments convivialité, les aspects organisationnels, personnels et puis managériaux. Donc ça c'est un baromètre qui nous permet derrière de mettre en place ce qu'on appelle l'amélioration continue, puisque nous on est dans cette optique-là de s'améliorer en permanence. Donc ça c'est un premier biais, et puis après on va avoir plein d'autres portes d'entrée pour mesurer la satisfaction du collaborateur. D'abord on a mis en place une matrice de soutien. Vous savez, dans notre entreprise, la spécificité, c'est que 85% de nos collaborateurs sont tous les jours chez nos clients. Donc, il n'y a pas d'unité de lieu. Donc, quand on parle de travail hybride, de travail à distance, chez Extia, c'est natif, en fait.
Et donc, dans le cadre dans ce contexte-là, mais il est important pour nous de garder un contact régulier, donc d'avoir une matrice de soutien avec plusieurs interlocuteurs qui vont intervenir de manière régulière auprès des collaborateurs. Donc, on va faire des enquêtes flash de satisfaction de manière ad hoc pour mesurer l'adhésion par rapport à une nouvelle mesure ou une nouvelle organisation qu'on pourrait mettre en place. On a aussi des temps dédiés dans l'année où on va s'intéresser vraiment au ressenti du collaborateur. Et puis, tous les mois, de manière assez triviale, quand on déclare son temps, eh bien, on va également mesurer la motivation au travail au quotidien et l'intérêt de la mission. D'accord. Donc un panel intéressant, effectivement. Alors, avant qu'on aille plus loin, je voulais remercier Luc Glinch en passant, parce que c'est grâce à Luc, qui est un auditeur du podcast, qui s'est d'ailleurs passé sur le podcast l'été dernier, en été 2022, que j'ai vu apparaître votre post, et voilà. Donc je voulais pas oublier de le faire. Luc que j'avais rencontré à Nantes, de mémoire. Voilà. Exactement. Alors, maintenant, on va aller rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet. Je voulais échanger avec vous sur les fondamentaux de l'engagement. Mm-hmm. Quels sont pour vous les fondamentaux de l'engagement des collaborateurs ? Alors d'abord, dans un contexte où on parle de grandes démissions, d'instabilité chronique, l'acronyme VUCA revient régulièrement, eh bien les entreprises s'intéressent de très près à cette notion qu'est l'engagement. Je dirais que ça fait une 20aine d'années que les organisations mesurent l'engagement de leurs collaborateurs, et pour une raison assez simple, c'est que l'engagement a une corrélation directe avec la performance de l'organisation. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'engagement ? Parce que finalement, c'est peut-être la première question qu'on peut se poser. L'engagement, c'est l'état psychologique qui va caractériser la relation du salarié par rapport à l'organisation qui l'emploie. Autrement dit, derrière cet état psychologique se cache bien évidemment le sentiment d'appartenance, mais surtout de loyauté, et c'est un thème dont on parlera, je pense, beaucoup lors de ce podcast. C'est l'envie, en fait, de s'engager, de travailler, de contribuer à la réussite de son entreprise. Et c'est quelque chose qui est très, puisque c'est un état psychologique, c'est aussi quelque chose qui est très individuel. L'engagement est donc plurifactoriel par essence, difficile à caractériser, et c'est aussi important de noter qu'il diffère vraiment de la satisfaction, puisqu'on peut avoir une satisfaction immédiate, être satisfait de ses conditions de travail, mais ne pas être engagé vis-à-vis de son entreprise. Et donc on est là sur deux notions différentes qui, à mon avis, diffèrent par le rapport au temps. La loyauté, elle s'envisage dans la durée, et donc l'engagement aussi s'envisage dans la durée. Et c'est d'autant plus important comme considération pour les dirigeants, les RH et les managers en général, que quand on mesure cet engagement, eh bien, on s'aperçoit qu'il est très bas. La dernière enquête de Gallup parue en 2022, donc Gallup c'est l'institut de référence en matière d'engagement dans le monde, nous dit qu'en France il y a 6% de salariés activement engagés. Alors il n'y a pas de variation énorme dans le temps, puisque la dernière enquête mondiale c'était 2013, je crois, et c'était 7%. Ouais. Mais ce qui est plus intéressant dans cette enquête, c'est qu'il y a 4 fois plus de salariés activement désengagés. Donc c'est un salarié activement désengagé, c'est je me lève le matin, j'ai pas la volonté de nuire à mon entreprise, mais presque. Et donc voilà, on est dans un contexte quand même d'engagement tout à fait relatif en France, avec ce révélateur qu'a été le Covid sur la marmite bouillonnante du travail. Donc on est dans ce contexte-là, avec une volatilité de plus en plus grande. Les entreprises ont beaucoup de mal à attirer, mais aussi à retenir des collaborateurs. Donc c'est un thème central. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce que l'engagement, comment ça se caractérise ? Donc si je reprends l'enquête Gallup, le principal enseignement de l'enquête Gallup, c'est que 70% de la variance de l'engagement est imputable au manager. Alors on dit souvent, vous savez, on rejoint une entreprise et on quitte un manager. Quand on fait des enquêtes comme ça ad hoc, on s'aperçoit qu'au moins la moitié des salariés ont déjà quitté une entreprise à cause d'un manager. Donc la responsabilité managériale est directe par rapport à l'engagement, ce qui se conçoit très bien, puisque on peut avoir un travail intéressant, être satisfait de ses conditions de travail. Si notre relation managériale est mauvaise, eh bien ça va impacter durablement notre engagement, notre performance et tous les aspects de notre rapport au travail. Donc le management, ça va être clé dans cette problématique d'engagement. Après, il y a une autre étude, moi, que j'aime beaucoup, qui est celle de Deci et Ryan. Donc Deci et Ryan sont deux chercheurs américains
qui ont théorisé en 2002 ce qu'on appelle la théorie de l'autodétermination, le TAD. Et que nous dit le TAD ? Il nous dit que le bien-être psychologique de la personne est conditionné à 3 besoins. On va avoir le besoin d'appartenance, donc le besoin de relations. Quelles sont les relations que je construis au travail ? Le besoin de compétences, c'est-à-dire est-ce que je mobilise utilement. On parle aujourd'hui de borrowed job, de bullshit jobs. Est-ce que je mobilise utilement mes compétences dans le contexte de l'entreprise ? Et puis, dernier besoin, l'autonomie. Donc ça, et l'autonomie, c'est pas faire ce que je veux dans mon coin. C'est-à-dire, l'autonomie, c'est interagir avec les autres et finalement avoir de la latitude décisionnelle sur la façon dont on va organiser son travail. L'autonomie, c'est très lié à cette notion d'empowerment. Donc il y a ces éléments-là, et puis il y a un dernier élément qui pour moi est central, et là c'est une enquête qui a été menée en 2012, je crois, par Google, qui s'appelle le projet Aristote. Que cherchait à mesurer Google en 2012, c'était finalement quels étaient les patterns, quels étaient les invariants communs aux équipes performantes. Donc Google, à cette époque-là, cherchait vraiment des choses sur le leadership. C'était leur intention première. Et ils se sont aperçus que le seul critère commun, ou en tout cas ce qui revenait le plus souvent dans les équipes performantes, c'était la sécurité psychologique. Alors la sécurité psychologique, finalement, c'est cette liberté qu'on peut s'attribuer d'être soi-même, de ne pas avoir peur de dire n'importe quoi, de ne pas avoir peur des critiques, des réactions d'autrui. Donc voilà, c'est cette faculté à s'autoriser finalement à dire et à exister dans l'environnement de travail. Et donc la sécurité psychologique, elle est directement liée à la confiance, au climat de confiance qu'on peut créer dans une entreprise. Et ça aussi a un effet direct avec un impact direct sur l'engagement. Donc voilà, toutes ces notions sont entremêlées. Le manager qui est clé, bien évidemment, la partie autonomie, le besoin de développer ses compétences, les relations à l'autre, et surtout ce socle de sécurité psychologique et de confiance qui passe accessoirement par le droit à l'erreur dans les entreprises. Pas de confiance sans droit à l'erreur, pas de sécurité psychologique sans droit à l'erreur. Effectivement, et sécurité psychologique qui ne dépend pas du coup que du manager non plus, même si le manager a forcément un impact fort et peut travailler dessus, il y a quand même un aspect culturel dans l'entreprise, ou en tout cas, tout à fait, voilà, qui est important. Et puis dans l'engagement, on parlait du rôle du manager, mais je pense qu'il y a un rôle du collaborateur. On pourra en reparler après aussi. Voilà. Par contre, je voudrais juste revenir sur un point. Vous disiez l'engagement se mesure dans la durée. Vous ne pensez pas qu'on puisse être engagé sur un CDI, qu'on puisse être très engagé, un CDD, enfin en tout cas un contrat de court terme, ou alors un CDI aujourd'hui, puisque parfois les jeunes générations s'envisagent en CDI que sur 1 an ou 2 ans. Moi, quand j'ai commencé à travailler, d'ailleurs sur l'engagement des collaborateurs entre autres, on me disait plus de 3 ans dans ton poste, faut que tu bouges au bout de 3 ans, parce qu'il faut que tu fasses, voilà. Donc, mais j'étais néanmoins hyper engagée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur la durée ? C'est quoi la durée ? Est-ce qu'on peut être engagé même pas sur la durée ? Enfin, quand c'est pas sur la durée ? Oui, alors on parle... alors c'est en ça que le rapport au travail a quand même évolué ces dernières années, parce qu'on est passé d'une vision tayloriste du travail. Alors, dans la vision tayloriste du travail, c'est une logique de poste. L'équation, c'est finalement, je suis... tu me donnes du travail et je suis reconnaissant que tu me donnes du travail. Moi, je suis génération X, j'ai commencé à travailler au début du 21e siècle. Bon, voilà, j'étais dans cette reconnaissance implicite du fait qu'on me donne un travail, dans une logique de poste, donc, et corrélée à la sécurité de l'emploi. Donc, finalement, c'est, pour répondre à votre question, Delphine, dans la conception originelle du salariat, l'engagement, c'était vraiment dans la durée, parce que il y avait la sécurité de l'emploi qui était conditionnée, enfin qui accompagnait un contrat de travail. On travaillait souvent toute sa vie pour la même entreprise. Bon, tout ça a volé en éclats, bien évidemment, avec les crises successives du XXe siècle et puis l'instabilité chronique du XXIe siècle. Et donc, on est passé d'une logique de poste qui était encadrée, je le rappelle, par de la classification collective à une logique de compétence. Donc, la compétence, elle fait reposer quand même implicitement la responsabilité de la performance sur l'individu. À partir du moment où on ne considère plus un poste mais une compétence et donc une personne, on replace l'individu dans une
finalement dans une transaction performance travail. Complètement. Donc le rapport au travail a changé parce qu'on est passé de cette vision un peu doloriste de je dois travailler pour vivre à une vision plus hédoniste de je veux vivre au travail et puis maintenant travailler à la maison d'ailleurs, avec aussi cette idée d'engagement dans l'instant en fait, de relations courtes à l'engagement et donc d'engagement conditionné. Donc ça c'est assez marquant, on le voit aujourd'hui. Donc Extia typiquement c'est 32 ans de moyenne d'âge, donc on est en plein dans les millennials. Et on a globalement des salariés extrêmement engagés, mais c'est vrai que cette notion de durée a moins de place chez eux et a moins de sens chez eux, puisque bien évidemment si on est aussi dans l'immédiateté du rapport au travail, on va aller chercher le sens. Avant, l'entreprise en elle-même faisait sens. Je travaillais pour une grande entreprise, ça faisait sens en soi. Maintenant, l'entreprise va être un moyen d'atteindre un sens qui va être tout à fait personnel dans cette vision hédoniste. Et c'est compliqué pour les entreprises d'y répondre parce que le sens, il est très personnel, il est très individuel. Le sens qu'on met dans son travail, l'intention qu'on y met, tout comme l'engagement va différer d'un individu à l'autre. Et je pense qu'on est en train de se débattre dans les entreprises sur cette idée de sens en disant comment faire, et sans doute comment faire, c'est aussi d'élargir le spectre de l'entreprise. Pendant très longtemps, on a considéré que l'entreprise s'arrêtait au contrat de travail, à l'entrée, à la sortie. Maintenant, on parle d'expérience étendue, c'est-à-dire que moi, je vais mesurer la satisfaction de tous les candidats. On rencontre 15 000 candidats par an, on en recrute moins d'1 sur 15. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vont penser les 14 000 candidats de l'expérience qu'ils ont eue avec Extia lors d'un entretien. Quelles images ils vont en garder? Est-ce que ça a été un moment agréable pour eux? Ils ont pu s'exprimer? Et puis de la même façon, une fois qu'ils ont quitté Extia, est-ce que cette expérience a été positive? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont appris des choses? Est-ce qu'ils ont créé des relations de qualité? Et donc, est-ce qu'ils vont devenir prescripteurs de l'entreprise? Donc, le sens, on le voit, il ne s'arrête plus aux frontières de l'entreprise, il devient sociétal, environnemental. Et on parle davantage d'écosystème maintenant chez Extia. On est dans cette notion d'écosystème élargi avec des associations partenaires avec lesquelles on travaille, avec nos clients, avec des étudiants. Donc on essaie d'avoir une vision un peu holistique de cet environnement-là, tout simplement parce que, surtout dans notre secteur d'activité, principalement l'IT et l'informatique, on a, on le sait, des compétences qui sont très volatiles, très demandées sur le marché. Et donc voilà, moi j'ai arrêté... la plupart des DRH aujourd'hui ont une obsession qui est de la fidélisation, ce qui est un bon combat. Je ne reviens pas là-dessus, mais je pense que quand on est obsédé par le fait de rester les gens le plus longtemps possible, on oublie en fait la qualité de l'expérience présente. C'est-à-dire que c'est bien le fait d'être satisfait aujourd'hui, engagé au quotidien, qui va faire que les gens ont envie de rester et non pas la perspective, un potentiel futur. Donc voilà, donc nous on travaille sur cette expérience positive en essayant de la nourrir de plein de façons différentes. Oui, sans compter que à trop projeter dans le futur, on donne aussi le sentiment un peu de condamner. C'est-à-dire en fait, c'est quand je suis très concentrée sur la fidélisation, je suis très concentrée sur le fait de garder la personne et ça l'enferme. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu contre-productif. Donc voilà, mais c'est un switch qui n'est pas évident à faire. C'est un switch qui n'est pas évident à faire. Après, tout dépend de... Et c'est bien pour ça que les référentiels métiers, les parcours de carrière, les carrières pass sont, je pense, vécus. Merci à eux. Et je pense que ça fait plus sens. Alors après, c'est paradoxal, parce qu'il y a certains collaborateurs, moi je l'observe au quotidien, que ça angoisse aussi cette idée de pas de parcours balisé. Donc c'est pas tout à fait pas binaire. Mais il faut pas que ce soit enfermant. Non, mais il y a une main qui doit être prise aussi par le collaborateur, parce que récemment j'ai discuté avec un DRH d'une entreprise qui a de très forts taux de satisfaction, mais qui a une problématique sur le sujet des parcours de carrière. Et en fait, on voit bien que les collaborateurs sont encore en attente de l'entreprise. Alors aujourd'hui, c'est aux collaborateurs d'agir. Enfin, je dis aujourd'hui. Moi, je suis comme vous, génération X, j'ai toujours agi pour évoluer. J'ai jamais attendu de l'entreprise, qui est d'ailleurs une personne morale, c'est abstrait, voilà, c'est... Donc, je pense que à partir du moment où le collaborateur devient acteur, ce qu'il souhaite, donc voilà, et aussi traité en adulte, et se comporte en adulte et devient acteur, d'un coup, cet aspect-là peut être amoindri. Et de ce fait-là,
quels sont pour maintenir l'engagement, justement? Alors, on a parlé de pas mal de choses, et je voulais qu'on fasse un petit focus sur les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui et les leviers que vous avez. Donc, vous en avez abordé pas mal de leviers, mais aussi quelles sont les difficultés, les points sur lesquels ça bloque. Les points sur lesquels ça bloque, alors moi je vais avoir une réponse de génération X, je pense, c'est le rapport au temps. Le rapport au temps, je l'ai dit tout à l'heure, il a quand même, on est dans une optique d'instantanéité. Or, on sait bien que la pratique, le savoir-faire et la compétence, des fois, nécessitent du temps, nécessitent de résoudre un certain nombre de problématiques professionnelles. Et donc, la difficulté qu'on va rencontrer, nous, au management, enfin, dans un management quotidien, ça va être de faire face à ses collaborateurs qui viennent nous voir en disant j'ai fait le tour de mon poste après 6 mois. Et donc là on se dit oulala, votre carrière va être longue, alors a priori de plus en plus longue si on en juge les événements récents sur les retraites, mais voilà, si on se lasse au bout de 6 mois, on a un problème. On a un problème, et on sait notamment dans la pratique managériale qu'il y a des choses qui s'acquièrent aussi avec l'expérience. Donc arriver à gérer en fait cette frustration d'engagement conditionné très fort sur le poste, mais aussi finalement l'aspect un petit peu zapping du travail est compliqué dans un contexte où on nous vend quand même des jobs instagrammables, puisque maintenant on sait que beaucoup de jeunes professionnels arrivent sur le marché du travail avec en tête la semaine de 4 jours qu'ils ont vue sur Instagram, ou ce collaborateur qui travaille depuis Ibiza. Donc ils arrivent dans cette idée de job instagrammable qui se heurte parfois et souvent à la réalité des entreprises, parce que même si toutes les entreprises essaient de mettre de la flexibilité, c'est pas toujours facile au quotidien d'organiser le travail. Et puis le travail, c'est aussi, on l'a oublié avec le télétravail, c'est aussi une unité de lieu quand même, malgré tout. Parce que aujourd'hui je peux travailler n'importe où, donc ça c'est une réalité. Bientôt n'importe quand. Enfin, la prochaine question qu'on va se poser, je pense au niveau RH, ça va être le temps de travail, puisque je veux dire, ça ouvre quand même une porosité. La digitalisation a ouvert la porte à cette porosité, parce que moi je me souviens d'un temps où certaines entreprises interdisaient l'accès à leurs collaborateurs à Facebook. Ça c'était au niveau 2010. Aujourd'hui, ce serait vraiment inintelligible, mais la question ne se pose plus puisque tout le monde a un mobile, donc avec l'ère des smartphones, on admet volontiers que, et nous-mêmes, moi je le fais, je vais regarder mon compte en banque ou réserver un trajet en train pendant mes heures de travail. Je vais aussi regarder mes mails, des fois, ça va m'arriver une fois que j'ai passé la porte de l'entreprise. Donc ce rapport au temps de travail, en termes de porosité, il est très compliqué, mais moi ce que je dis, c'est que si on peut travailler n'importe où, presque n'importe quand, on peut aussi travailler avec n'importe qui. Et là on revient à la problématique de l'engagement et ce côté de plus en plus transactionnel du travail. Donc les difficultés qu'on a aussi, c'est la loyauté dans l'instant T. Ça, chez Extia, elle est acquise. C'est dans la durée, c'est arriver justement à dessiner ensemble. Et ça, c'est notre d'abord qui, ensuite quoi. C'est le motto de l'entreprise. Arriver à dessiner ensemble et à co-construire le futur de l'entreprise. Donc voilà, le rapport au temps. On est aussi, nous, dans une difficulté qui n'est pas une difficulté, qui est une opportunité, qui est créer un environnement nutritif et apprenant. C'est de se dire, finalement, puisque le travail, dans la façon dont on l'appréhende, dont son contenu est en train de changer très vite, là on nous annonce avec l'intelligence artificielle et ChatGPT que tout va être encore révolutionné. Alors la vérité c'est qu'on n'en sait rien. Par contre on peut quand même imaginer que une grande majorité des emplois vont être modifiés, impactés par l'intelligence artificielle. Donc dans ce contexte d'accélération un petit peu, finalement, puisque Delphine vous disiez oui, il appartient à chacun de faire évoluer ses compétences, quelle va être ma posture d'apprenance ? Comment est-ce que je vais en permanence justement me mettre dans cette posture qui consiste à acquérir sans arrêt de nouvelles compétences. Donc ça, c'est nous un challenge qu'on essaie de relever, notamment en misant beaucoup sur les soft skills. Ça peut paraître paradoxal dans une boîte d'IT de se dire qu'on va miser sur les soft skills, mais au contraire. Parce que les hard skills, elles évoluent tellement vite dans votre métier que les soft skills, c'est ce que vous maîtrisez. C'est votre capital immatériel. Voilà.
Par contre, les soft skills, la difficulté, c'est que ça ne se duplique pas. C'est comme le talent, en fait, ça ne se duplique pas. C'est une espèce de conjonction particulière et de cluster qui va faire qu'on va développer certaines compétences comportementales. Et donc, nous, on essaie aussi de miser beaucoup sur ces soft skills-là. On surinvestit les soft skills, notamment dans nos parcours de formation managériaux. Il est classique dans les entreprises de commencer par le recadrage, la fixation d'objectifs, le command and control. Ça, c'est les parcours de formation qu'on a tous vécu ou plutôt subi la plupart du temps. Et bien, nous, on commence par les soft skills, en fait. On commence par le fait de dire comment est-ce que tu vas créer des relations de qualité, comment est-ce que tu vas mettre l'autre dans cette posture de confiance, tu vas pouvoir le mettre en mouvement, et comment tu vas créer des relations de qualité avec autrui. Et pour faire ça, il faut d'abord se comprendre soi-même. Donc nous, on utilise plein d'outils, ProcessCom en est un, c'est un langage maintenant dans l'entreprise, ProcessCom. Alors il y a d'autres outils, moi je ne fais pas l'apologie de ProcessCom, on utilise aussi un outil qui s'appelle Predictive Index, qui va permettre d'identifier les leviers motivationnels pulsionnels. Donc on donne en fait plein d'outils à toutes les personnes chez nous qui sont en situation d'interaction, en interaction jobs, de pouvoir interagir plus efficacement. Ça c'est une difficulté. Et puis l'autre difficulté, ça va être le collectif de travail. Encore une fois, dans une entreprise où 85% des collaborateurs sont au quotidien chez nos clients, comment j'arrive à préserver cette unité de lieu? Alors pour la petite histoire, Extia, ça a été inspiré, Arnaud Frey, son président fondateur, s'est inspiré d'Extia, de la déesse Estia, la déesse du foyer. Donc pour lui, le travail, c'est un lieu de vie en fait. Et donc, nous, la force de notre modèle, quand on fait ces enquêtes de satisfaction, ça va être la convivialité, paradoxalement. Donc, on va essayer de créer plein de prétextes pour que les gens se rencontrent, interagissent. Alors, parfois de manière très triviale, autour de soirées d'entreprise, parfois de manière plus apprenante dans le cadre de communautés d'apprentissage. Mais on va essayer de multiplier ces points de contact pour justement que l'entreprise continue à faire corps, en fait, physiquement, sans qu'on rencontre les gens. Parce que, bien évidemment, on peut connaître quelqu'un en visio depuis 2 ans, on ne va pas lui dire la même chose si on le voit. Donc voilà un petit peu les difficultés auxquelles on a à faire face aujourd'hui, qui sont très contemporaines, qui ne sont pas propres à Extia, j'imagine, mais sur lesquelles on travaille beaucoup. Non, mais qui sont intéressantes à relever parce que vous avez... qui sont effectivement intéressantes à relever parce que vous avez à la fois un modèle, vous étiez délocalisé, en hybride depuis toujours, et en même temps sur un domaine sur lequel on pourrait imaginer l'importance des compétences techniques. Mais je discutais il y a quelques années, il y a déjà 3-4 ans, avec un dirigeant d'une entreprise, pas dans l'IT mais dans la technologie, et qui m'a dit: j'ai arrêté de recruter sur les compétences techniques, parce que je ne sais pas quel métier on fera dans 2 ans. Par contre, je sais de quels soft skills on a besoin pour pouvoir faire les métiers qu'il faudra qu'on apprenne dans 2 ans. Et un autre point, je voulais revenir sur un point que vous avez souligné, qui est extrêmement important, qui est l'apprentissage. Qui est effectivement l'apprendre à apprendre, qui est ce qu'on appelle le long life learning. Et en fait, je m'aperçois que bon nombre de collaborateurs n'ont pas encore compris l'enjeu de ça. Je pense que oui, les technologies vont fortement évoluer et on peut accompagner au mieux en tant qu'entreprise, mais je pense que chacun a son rôle à jouer parce qu'en fait, il est question de notre employabilité. Et certains me disaient: oui, mais l'entreprise ne me donne pas le temps de ma formation. Mais je répondais: est-ce que vous le prenez? Est-ce que l'entreprise vous oblige? Voilà, parce que justement ce travail d'apprentissage, c'est pas je pars 2 jours en formation. C'est je suis quels automatismes, quels réflexes je mets en place, quelle discipline je mets en place pour être dans le learning permanent. Mais qui n'est pas un learning qui me fait souffrir, qui est un learning, voilà. Donc c'est aussi, vous parlez de connaissance de soi, comment je me connais, comment j'identifie mes talents et je vais les développer. Et voilà, je pense qu'il y a un travail, je m'aperçois qu'il y a plus de travail que je pensais à faire sur le sujet. Il y a à la fois une conscience, je dirais, de ce travail à donner aux travailleurs plus, je dirais, intellectuels, et à la fois une autorisation à donner aux travailleurs plus manuels, qui souvent n'ont pas été formés, n'ont pas forcément fini leur parcours scolaire même. Et en fait, sont en appétit dès qu'on les réveille, mais il faut leur montrer que c'est possible. Donc je pense que je pense que c'est un fort levier d'engagement, puisque vous avez parlé de choses, je ne voulais pas vous interrompre, mais il y avait des choses très fortes sur
aussi le travail, c'est le foyer. C'est vrai que je milite beaucoup. Je pense que l'entreprise est indispensable à la société. Je pense que le travail est indispensable à notre épanouissement, même s'il n'en est pas. Si c'est pas tout l'épanouissement, s'il n'en est pas responsable, si l'entreprise n'est pas responsable de notre bonheur, etc. Mais tout ça en fait partie. Et donc c'est comment je réinvestis le travail et comment moi-même je me projette dans le travail, comment je grandis dans le travail. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui a un fort levier d'engagement. Parce que l'entreprise qui me permet de faire ça, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai envie d'avancer en fait. Oui, vous avez raison. Il y a aussi, je pense, un effort à faire côté entreprise pour clarifier la finalité du travail. Oui. Dans poste par poste. Si exactement. À quoi je sers ? À quoi je sers ? Comment je contribue à la réussite collective ? Parce que, en fait, on assiste quand même à une fragmentation, à une parcellisation du travail. On parle de travail éclaté aujourd'hui. Vous savez, il y a des travailleurs du clic qu'on va payer au clic pour faire certaines choses. Et donc, si je prends l'exemple de la chaîne de montage automobile, il y a quelques années, on était dans une chaîne linéaire. Donc, quelle que soit sa place dans la chaîne, au début, au milieu, à la fin, on avait quasiment une vision du produit fini, en fait. Et donc, on voyait comment on participait à la construction de cette voiture qui sortait de l'atelier. Aujourd'hui, entre les sous-traitances en Chine, la fabrication des composants en Allemagne, donc il y a quand même une complexité aussi. Et il faut peut-être resimplifier certaines organisations qui sont devenues... et qui ont développé une entropie qui se nourrit d'elle-même. C'est un petit peu comme le Brexit, finalement. Complètement. C'est devenu tellement compliqué que ça met des années à se défilocher. Donc, resimplifier l'organisation, resimplifier le sens, resimplifier aussi les niveaux managériaux. Quand on a 8 ou 7 niveaux au-dessus de soi, comment on contribue, c'est compliqué. Revenir à des unités de taille plus humaine, perceptibles. On sait qu'en termes de théorie des organisations, 120, 150, ça paraît être un maximum pour appréhender en fait les relations de travail de manière humaine pour créer cette fameuse qualité de la relation. Donc voilà, il y a quand même pas mal de règles de bon sens d'un point de vue organisationnel, humain, qui permettent aussi de renourrir, de revitaliser un peu ce travail en permettant à chaque individu de comprendre comment il contribue. Ouais, complètement. Et c'est amusant, vous parliez de la complexité, de la sous-traitance. C'est amusant parce que, comme je revisite les épisodes, dans l'épisode 4, c'est un sous-traitant automobile, justement, qui a retravaillé tout son business model en mettant les hommes au cœur, et qui disait, puisque j'ai les notes de l'épisode sous les yeux, au contraire d'un comportement qui pourrait être un comportement de sous-traitant, puisque nous sommes sous-traitants, en fait, on a décidé de ne pas être sous-traitants, mais plutôt au devant du besoin de nos clients dans le développement de leur projet. Et ils ont tout recadré leur démarche par rapport à ça. Donc, montrer aussi qu'on peut le faire quel que soit le travail qu'on fait. Donc ça, et y compris dans le travail manuel. Exactement. Quand on parle d'entreprises libérées, notamment, il y a eu plein d'exemples de manufactures, de petites usines, où il y a eu des choses tout à fait innovantes qui ont été mises en place. Donc c'est pas, on n'est pas ici dans les cadres versus les non-cadres, la main-d'œuvre versus cerveau d'œuvre. Je pense que c'est une démarche qu'il faut avoir dans tout type d'emploi. On parlait d'hôtellerie, restauration beaucoup pendant le Covid, avec je crois 150 000 personnes qui ont quitté le secteur. Je sais pas si elles sont revenues d'ailleurs depuis. Mais oui, le sens au travail, il s'applique de manière générale. Partout. Emmanuel, on pourrait continuer des heures, mais on va s'arrêter là pour cette première fois. Peut-être qu'il y aura une autre fois. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Et puis, c'était votre premier podcast. Donc, moi, je tiens à vous féliciter. Et puis, ceux qui nous écoutez, pensez à faire signe à Emmanuel sur LinkedIn, à la remercier et à la féliciter. Bien, merci à vous, Delphine. C'était un très bon moment. Premier moment, mais très bon moment. Merci. À bientôt. Et voilà. Je suis curieuse de savoir quel est l'enseignement le plus important que vous avez retiré de cet épisode. Un seul, essayez de vous demander lequel c'est. Et comment vous allez pouvoir passer à l'action dès maintenant. Et dites-le moi sur les réseaux, LinkedIn ou Instagram, @l'entreprise de demain. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, inscrivez-vous maintenant à la newsletter des coulisses de l'entreprise de demain. C'est une newsletter bimensuelle pour ne rien manquer du podcast et des contenus exclusifs que je vous propose. Parce que vos managers ont besoin de développer leur leadership pour réengager leurs collaborateurs, pour leur donner envie de venir au bureau, pour prendre plus de plaisir dans leur travail, et parce qu'ils comptent sur vous. Mais aussi parce que le monde du travail et vos équipes ont besoin de votre propre leadership. Alors je compte sur vous, inscrivez-vous. Et à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu.
Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.